Nous commençons dans 5 minutes le webinaire. Bonsoir à toutes et à tous. Rebonsoir à ceux qui sont déjà connectés depuis très longtemps sur le webinaire. Il est exactement 15 heures en temps universel. Bonjour, bonsoir, ça dépend de là où vous êtes. Alors, c'est bien sûr le 20 août 2019 et nous sommes présents pour ce webinaire qui porte sur la contribution du secteur privé à l'adaptation au changement climatique, défis et opportunités. Nous sommes déjà 142 en ligne, communicateurs et participants. Et sans plus tarder, nous allons commencer avec les communications proprement dites. Alors, ce webinaire que nous suivons est le 10e de la série de 10 que le projet d'appui scientifique au processus de plan national de datation est en train d'organiser en collaboration avec l'Institut de la francophonie pour le développement durable. Donc, nous avions prévu 10 webinaires et celui-ci est bien sûr le 10e. Voilà pour présenter en bref le programme de cet après-midi ou ce matin. Après l'introduction, nous parlerons du secteur privé et de l'adaptation et comment impliquer le secteur privé dans les processus nationaux d'adaptation et la planification. Euh, les expériences de bonnes pratiques seront partagées aussi durant ce webinaire, des expériences au niveau africain, du secteur privé dans l'adaptation au changement climatique. Et nous allons bien sûr prendre vos questions, vos préoccupations sur les différentes communications. Pour ce qui concerne l'intervention de la dernière intervention, on va la ramener un peu au début. Et donc, Monsieur Alpha va pouvoir faire cette communication. Mais avant d'y arriver, je vais vous présenter en bref le BAS-PNA qui a pour principal objectif l'accroissement des capacités pour la conception et du processus PNA basé sur évidence scientifique, bien sûr, axé sur l'efficacité. Et ce projet intervient dans 3 pays cibles, le Bénin, le Sénégal et le Burkina Faso. Et il y a des échanges comme celui-ci que nous tenons aussi avec des forums francophones. Le projet est mis en œuvre par la GIZ en coopération avec Climate Analytics. Au Bénin, le projet est sous la tutelle du ministère du cadre de vie et du développement durable en coopération avec le Centre de partenariat d'expertise pour le développement durable. Au Sénégal, il est sous la tutelle du ministère de l'Environnement et du Développement durable. Au Burkina Faso, le projet est sous la tutelle du ministère de l'économie, de l'environnement, de l'économie verte et des changements climatiques. Le projet couvre la période de mars 2016 à août 2019, donc nous sommes finissants normalement, mais nous avons encore une petite prolongation jusqu'en octobre pour continuer nos activités. Alors, le projet a 4 composantes. La première, c'est le renforcement du cadre de gouvernance du processus PNA. Et la composante 2, c'est le renforcement de la capacité scientifique. La composante 3 porte sur la facilitation de l'accès au financement de mesures d'adaptation au niveau des finances internationales du climat. Et la quatrième composante, qui nous réunit d'ailleurs cet après-midi, c'est le rééchange des praticiens autour du processus PNA. Alors, dans cette composante 4, nous avons déjà, comme je l'annonçais, nous avons déjà développé les 9 premiers webinaires. Nous sommes aujourd'hui en train de faire le 10e. Il faut dire que ce 10e webinaire, son objectif, c'est bien sûr de faire acquérir des connaissances pratiques sur l'implication du secteur privé dans la planification de l'adaptation au changement climatique et partager des expériences réussies. Alors, après l'introduction qui sera faite, bon, j'ai un peu modifié le programme, hein, on aura des exemples qui nous viennent du Rwanda et de la Jamaïque. La particularité et de la Guinée, bien sûr. La particularité de ce webinaire, c'est la participation de l'Institut international pour le développement durable, IID, qui est le secrétariat du réseau mondial pour le PNA, NAP Global Network. Voilà, c'est lui qui va nous présenter les expériences du Rwanda et de la Jamaïque dans sa communication.
Alors, vous avez là quelques contacts du projet PASPENA. À gauche, c'est la chargée du projet, Madame Nelly Brunner. Et à droite, c'est Ola Odio Djoubele. C'est bien sûr moi-même qui modère ce webinaire. Je suis conseiller technique au sein du projet PASPENA basé ici à Cotonou, au Bénin. Voilà, pour être un peu plus pratique cet après-midi, euh, vous aurez besoin de peut-être couper ou éteindre tout ce qui est ouvert sur votre ordinateur, de tout ce qui pourrait solliciter votre connexion pour que nous puissions mieux nous entendre. Et si vous avez des questions sur votre écran, vous verrez qu'il est écrit à droite de votre écran, vous verrez que c'est écrit question. Vous saisissez votre question dans cet onglet et nous pourrons essayer à la fin des communications d'apporter des réponses à votre question. Et si vous avez aussi des difficultés à vous connecter, aussi, saisissez les dans le même onglet questions et nous pourrons aussi intervenir pour vous aider à régler cette difficulté. Alors, Monsieur Alpha, depuis la Guinée en principe, mais qui nous parle depuis la Corée en ce moment-ci, va maintenant prendre la parole pour nous présenter ce qu'on a appelé Espérance africaine. Monsieur Alpha Omar Kaloga, qui est expert négociateur climat depuis la Guinée, donc va nous faire sa communication. Monsieur Alpha, vous êtes là? Allô Alpha? Voilà, vous avez la parole. Merci Benoît. Au fait, comme vous le savez, le financement de l'adaptation par les flux financiers publics demeure et reste insuffisant à nos jours. Les estimations ne font que s'augmenter. D'après la Convention cadre des Nations Unies, l'adaptation les coûts pourront atteindre jusqu'à 122 milliards d'ici 2030. Et pour cela, on aura besoin jusqu'à 130 milliards pour les infrastructures, 62 milliards pour l'agriculture. Et donc, il y a une nécessité forte de mobiliser toutes les forces, de faire participer toutes les parties prenantes, d'explorer des sources novatrices de financement pour faire face à ce défi d'adaptation. À l'instar de tous les pays africains, pour la Guinée, l'adaptation n'est pas un choix stratégique, mais c'est une nécessité, une urgence climatique qu'on doit adresser le plus vite. Donc, dans cette exploration des différents partenaires qui peuvent appuyer nos gouvernements dans leur politique d'adaptation, le secteur privé joue un grand rôle. Et donc, pour moi, l'expérience a montré que d'abord, le secteur privé, dans le domaine de l'adaptation et des changements climatiques, il est important de le démystifier et de faire comprendre aussi en même temps le secteur privé que son apport en termes d'adaptation n'est que bénéfique et c'est mutuellement bénéfique, non seulement pour les populations vulnérables, mais aussi pour le secteur privé en ce qui concerne la protection de leurs investissements. Et donc, le secteur privé doit comprendre qu'il est menacé comme le secteur privé, comme le secteur public par les changements climatiques et les impacts des changements climatiques toucheront tous les aspects de leurs affaires. Et donc, il y a les risques opérationnels, par exemple, les phénomènes météorologiques, un grand producteur agricole qui a déjà fait des grands investissements à cause des changements climatiques, il risque de tout perdre. Il y a des expositions aussi indirectes, par exemple, le secteur privé qui mise sur des pensions qui sont en train d'investir ou bien d'investir sur des produits qui sont menacés par les changements climatiques. Il y a les risques des marchés, mais il y a aussi des opportunités pour le secteur privé. Et donc, la question reste toujours comment séduire le secteur privé à s'engager dans le secteur, dans le processus d'adaptation, à investir, à devenir un porteur d'innovation, mais aussi de mobilisation des ressources. Donc,
il est important, l'expérience a montré d'abord de cartographier l'ensemble des parties prenantes dans les pays, de comprendre qui fait quoi, dans quel domaine et quels sont les potentiels de ces différentes parties prenantes, d'organiser les différents acteurs, de mettre en place des plateformes pour des communications au niveau national et puis pourquoi pas relayer au niveau international pour faire un bon plaidoyer, tenir des sessions d'information et faire comprendre à travers des sessions de sensibilisation les enjeux socio-économiques et les opportunités liées au changement climatique. Il est important aussi d'avoir une approche, un narratif très fort quand on approche le secteur privé. Par exemple, on ne va pas parler d'adaptation au changement climatique, mais on peut parler d'économie verte parce que le secteur privé est plus orienté vers le profit. Donc, il faudra trouver un langage plus approprié pour pouvoir les amener à mieux comprendre les enjeux. Et donc, il y a des éléments environnementaux qu'on doit naturellement mixer dans le langage, mais il est important d'utiliser des termes qui sont des termes courants dans le secteur privé, comme investissement, bénéfices, etc. Et donc, il est important aussi de comprendre la nature des projets que les secteurs privés peuvent porter. Et donc, aujourd'hui, la direction et la discussion, quand on s'engage avec les institutions, les fonds verticaux et horizontaux, tout le monde demande la bancabilité des projets. Et donc, quand on parle de bancabilité, ça, c'est déjà un narratif que le secteur privé doit comprendre. Et c'est sur ça qu'on doit capitaliser pour les amener à s'engager dans le secteur privé, dans l'adaptation. Parce que le secteur privé a toujours tendance à attendre l'appui du gouvernement. On a vu, par exemple, en Guinée, sur les côtes, les gens qui construisent les hôtels, ils ont plus tendance à attendre que le gouvernement investisse parce que l'adaptation, par exemple, pour protéger les côtes demande des investissements forts. Donc, ils attendent que le gouvernement investisse et quand le gouvernement n'investit pas dans le business as usual, ils sont prêts à sécuriser leur plage, ils sont prêts à sécuriser leurs hôtels. Et donc, c'est d'avoir un partenariat avec le secteur privé, dire voilà le rôle du gouvernement, voici le rôle que le secteur privé doit jouer et de façon conjointe, joindre les efforts pour pouvoir mettre en place des mesures d'adaptation. Et donc, le secteur privé en Afrique particulièrement, même particulièrement en Guinée, fait face à différentes difficultés. Non seulement d'abord, il y a un problème de marché, le marché est sous-développé, inexistant. Cela inclut par exemple des difficultés pour identifier les projets, les impacts des changements climatiques, de comprendre quels sont, il n'y a pas de documents officiels qui donnent des données solides et fiables qui peuvent être des sources d'information pour que le secteur privé projette ses investissements. Et donc, il est important de mettre à la disposition ces informations, de discuter aussi, que les pays développent des profils climatiques qui ont des aspects économiques en termes de rentabilité, long terme, des avantages différés, etc., etc. Il est important aussi de voir comment on peut rendre flexible les rouages administratifs. Cela s'applique non seulement au niveau national, mais aussi au niveau international quand il s'agit des grands fonds pour aider à mobiliser les ressources. Il s'agit de mettre en place des environnements adéquats, des environnements propices qui permettent le secteur privé, qui incitent le secteur privé à mobiliser des ressources, mais aussi d'avoir accès aux capitaux pour pouvoir avoir plus d'appétit pour les investissements. Et c'est aussi une compréhension des différents instruments en termes d'adaptation que le secteur privé peut utiliser. Par exemple, il y a les risques, le transfert des risques, les assurances, etc., etc.
Et donc, il s'agit aussi de voir comment combiner le business de l'adaptation, l'atténuation et le développement. Le problème avec l'adaptation est que l'adaptation est intrinsèquement liée au développement et très difficilement dissociable. Et donc, il est important non seulement de bien briefer le secteur privé ou bien de sensibiliser le secteur privé en ce qui concerne le changement climatique, l'adaptation, mais aussi de capitaliser et de faire comprendre que l'effort, c'est un effort de développement vers une résilience permanente, une résilience itérative. Cela veut dire, par exemple, que le gouvernement accorde des garanties souveraines, par exemple, au secteur privé pour pouvoir mobiliser plus de fonds sur les marchés, mais que le gouvernement aussi mette des cadres régulateurs pour permettre une meilleure supervision et mobilisation des ressources, que les gouvernements dans beaucoup de pays, par exemple le Nigeria qui est le premier pays, s'engagent dans des obligations vertes qui peuvent être des sources de financement parce que le secteur privé s'engage, par exemple, quand il s'agit de l'adaptation dans des investissements publics, que quand les risques sont déjà minimisés et que même si les revenus et les bénéfices sont long terme, qu'il y a des garanties qui peuvent les motiver, qui peuvent peuvent les inciter à investir. Donc, il y a aussi une nécessité d'élargir l'accès aux données, comme je l'ai mentionné, mais aussi d'harmoniser les cadres juridiques et réglementaires afin de réduire les coûts et des solutions d'assurance. Et donc, mais aussi faciliter le financement mixte à travers les partenariats publics-privés, en en capitalisant sur ce qui marche, parce qu'aujourd'hui, dans la dynamique de développement dans nos pays tend vers le partenariat public-privé, il est important aussi d'inclure cette dimension environnementale, pourquoi pas l'adaptation là-dedans, et montrer ses avantages pour le secteur privé. Donc, à mon avis, en termes de recommandations, il est important d'abord d'avoir, de démystifier, de comprendre que le gouvernement comprenne que le secteur privé a un rôle à jouer et que le secteur privé aussi voit qu'il a des biens, des investissements qui sont à risque à travers le changement climatique et qu'il y ait un cadre de partage. Il est important de mettre à la disposition de toutes les parties prenantes, particulièrement du secteur privé, des informations fiables qui permettent à ces investisseurs de pouvoir se projeter et faire des modèles qui peuvent les aider à réduire, à calculer les risques dans lesquels ils s'engagent, d'élaborer, par exemple, dans nos pays, des manuels simplifiés. Et cela s'implique aussi, par exemple, au secteur, aux différents fonds et aussi, en quelque sorte, donner un cadre de concertation où les rôles et les responsabilités sont clarifiés. Un exemple serait, par exemple, le Fonds vert à travers sa facilité du secteur privé qui, d'un côté, donne une attention particulière aux petites et moyennes entreprises dans les pays les moins avancés. Et le Bénin est un exemple, le Rwanda est un exemple, même si la Jamaïque n'est pas un pays moins avancé. Donc, il s'agit de voir, par exemple, quels sont les cadres régulateurs qui peuvent permettre non seulement à ce secteur privé au niveau local de s'investir, mais aussi de donner une plateforme où ils peuvent coopérer avec les investisseurs institutionnels qui sont ces pensions, qui ont des grands fonds, qui ont ces trillions, qui sont ces millions et des millions et de milliards pour les amener à travailler. Et donc, c'est aussi essayer de restructurer le secteur informel parce que la majeure partie, même les grands hôtels, ne sont pas trop connectés au marché des deniers. Donc, c'est de trouver ça, de renforcer les capacités au niveau national de tous les acteurs qui sont de plus ou moins liés au financement du changement climatique,
de soutenir un cadre habilitant et plus large sur l'élaboration des modalités de soutien des activités permettant la participation du secteur privé dans les pays les moins avancés, comme je l'ai mentionné, et de faire participer le secteur privé dans l'élaboration, et c'est ça, dans la planification et la mise en œuvre des plans d'adaptation. Et il y a beaucoup de fonds qui peuvent assister cette démarche. Il y a le fonds d'adaptation qui finance des projets directement concrets, mais en ce qui concerne le renforcement de capacités, la préparation du marché pour mieux absorber des capitaux étrangers peut se faire à travers le readiness du Fonds vert climat, mais aussi concentrer les efforts sur l'élaboration des propositions de financement qui ciblent les lacunes spécifiques en matière d'investissement dans l'adaptation du secteur privé dans nos pays. Et donc, les efforts pourraient, entre autres, être axés sur des domaines particuliers à l'adaptation. Il y a beaucoup d'opportunités. Je dois avouer que même dans nos discussions, on est en train de faire une distinction dans le rôle du secteur privé dans l'adaptation, alors que le secteur privé a toujours investi dans l'adaptation. Le secteur privé, si on regarde dans nos pays, par exemple, les grandes compagnies d'adduction d'eau sont des compagnies du secteur privé. Donc, il s'agit maintenant de voir dans quelle mesure on peut les amener ensemble pour pouvoir aider nos populations qui sont menacées par les effets néfastes des changements climatiques à s'adapter. Je vais m'arrêter là pour ne pas m'étaler longtemps et merci. Merci à Alpha Omar Kaloga pour cette intervention sur l'expérience africaine avec le focus sur comment démystifier, je vais dire, l'adaptation et inciter le secteur privé à investir dans l'adaptation, dans la planification de la partie gouvernementale. Il faut prendre des actes forts qui incitent le secteur privé aussi leur montrer qu'il y a de l'assurance à investir. C'est le peu que je pourrais dire tout de suite par rapport à la communication de M. Alpha. Mais il y a quand même des questions. Je vais vous poser seulement deux sur les questions qui ont été envoyées. M. Alpha? Allô, M. Alpha? Je suis là. Oui. Voilà, M. Alpha. Les participants demandent s'il y aura un support pour cette communication orale. Un support écrit, oui, je pourrais partager quelque chose, oui. D'accord, ok. Voilà, l'autre question déjà que je peux entrevoir dans votre communication, c'est les éléments à prendre. Quels sont les éléments à prendre en compte pour vraiment pouvoir motiver, inciter le secteur privé à investir dans l'adaptation? Bon, comme je l'ai tantôt mentionné, d'abord, il est important, et je pense que le débat est déjà avancé, il est important qu'on accepte le rôle du secteur privé, parce que le rôle du secteur privé dans l'adaptation, les changements climatiques ont été toujours perçus dans le domaine du secteur public, et on a eu des peines à accepter que le secteur privé a un rôle à jouer. La deuxième chose la plus importante, c'est de trouver un langage plus économique, un langage plus économique, plus mercantile, qui peut en quelque sorte séduire le secteur privé à investir dans le changement climatique, notamment sur l'adaptation. C'est aussi qu'on ait de façon systématique cette approche holistique qui permet, qui amène ce changement de paradigme. C'est que quand il y a discussion sur le changement climatique, qu'on n'attende pas qu'il y ait des réunions spécifiques pour le secteur privé pour les invités, mais que le secteur privé soit là chaque fois en tant que partenaire, en tant que victime aussi, exposée par les effets néfastes des changements climatiques. Et je pense que l'argumentaire le plus fort, c'est que le secteur privé
est peut-être plus menacée que les communautés vulnérables, parce que les communautés vulnérables n'ont que des petits investissements, alors que un événement extrême de changement climatique peut amener des pertes et dommages très, très significantes pour le secteur privé. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Alpha Omar. Là, on va vous envoyer les autres questions. Vous allez répondre à ces autres questions. On va les envoyer après aux participants. Merci beaucoup. On va laisser partir M. Alpha Omar Kaloga parce qu'il est loin de chez lui en Corée là-bas, qu'il est déjà à la nuit et il a aussi d'autres activités qu'il devrait conduire demain matin. Merci beaucoup encore une fois à M. Alpha et merci à tous les participants qui ont posé des questions. Alors à présent, nous allons passer la parole à M. Kamal Djemoaï. M. Kamal est magistère en évaluation environnementale. Il est ancien haut fonctionnaire du ministère algérien de l'Environnement. Il est l'ancien président du groupe africain des négociations climatiques entre 2008 et 2009. Il est actuellement conseiller du groupe africain des négociations climatiques, aussi conseiller des membres africains du Conseil du Fonds vert climat. Il est aussi consultant indépendant en changement climatique, environnement et développement durable. Monsieur Kamal. Alors, Monsieur Kamal. Voilà, oui, vous avez maintenant la parole pour présenter votre première communication, puisque c'est vous qui allez aussi parler en lieu et place de Stéphane. Alors, nous vous passons la parole pour présenter votre première communication de cet après-midi. Voilà, vous pouvez afficher votre écran, M. Kamal. Voilà. Merci, Monsieur Benoît. Et c'est un honneur et un plaisir d'être invité à parler ou essayer d'apporter quelques éléments pour ce qui est de l'implication du secteur privé en matière d'adaptation au changement climatique, un sujet extrêmement important. Donc, d'autant plus que la présentation qui a été faite en premier par Alpha, notre frère et ami Alpha Kaloga de la Guinée, elle est vraiment extrêmement pertinente, même si elle a été orale, mais elle est extrêmement pertinente. Et ça me permet de faire une présentation qui donne des éléments assez précis et qui pourraient répondre aux incitations pour le secteur privé à s'impliquer de plus en plus et de mieux en mieux en matière d'adaptation au changement climatique, puisque le secteur privé, de manière générale, il s'implique plus facilement lorsqu'il s'agit d'actions d'atténuation et de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Pourquoi? Parce que souvent, il y a des implications, il y a des retours sur investissement plus aisés quand il s'agit de réduire les émissions de gaz à effet de serre que quand il s'agit d'adaptation. Et comme ça a été cité auparavant, la perception de l'adaptation comme étant une activité de plus de développement local fait que le secteur privé a besoin vraiment d'incitation, a besoin vraiment d'être mobilisé, a besoin vraiment qu'on le courtise, si vous voulez, pour qu'il puisse vraiment s'impliquer dans le domaine de l'adaptation. Et je vais commencer par le contexte qui serait le suivant. Intéresser le secteur privé, les entreprises privées, c'est leur parler et les sensibiliser aux risques qu'ils encourent quand il s'agit d'actions, d'impacts, de conséquences, d'effets négatifs des changements climatiques. Et donc, les risques qui pourraient avoir des conséquences significatives sur leurs activités, compétitivité et leurs profits. C'est d'une extrême importance et c'est d'un intérêt très important qui peut réellement motiver le privé à s'impliquer en matière d'adaptation, à prévoir et à mettre en œuvre et exécuter des activités liées à l'adaptation. Des études et des analyses de cas ont été faites, une sorte de sondage ont été faits
en direction du secteur privé pour savoir quel est son niveau de sensibilisation en matière pour ce qui est des risques qu'il encourt vis-à-vis des changements climatiques. Les études et les analyses ont révélé que le secteur privé a un niveau de sensibilisation assez élevé, mais que dans les faits, dans l'action, dans l'activité, il suit et met en œuvre très peu souvent ce niveau de sensibilité et ces risques liés aux impacts climatiques. 3 facteurs essentiels peuvent encourager les entreprises à s'impliquer davantage dans l'adaptation. Ces 3 facteurs sont les capacités des entreprises à s'adapter, les incitations qui les poussent à agir et leur perception de la nécessité de s'adapter. Et ce sont ces éléments qui peut-être, si je fais le lien avec la présentation faite par Alpha dans le cadre de la Guinée, donc essayer toujours d'avoir ces sortes de principes ou ces sortes d'éléments qui peuvent réellement convaincre de manière concrète le secteur privé à s'impliquer plus en matière d'adaptation au changement climatique. Capacité, ça veut dire que la capacité des entreprises à financer ou à entreprendre d'autres activités liées à l'adaptation. Et dans ce cas, cette capacité, elle peut être interne à l'entreprise, c'est que l'entreprise a les capacités humaines, organisationnelles et autres pour pouvoir rapidement répondre ou réagir à des situations liées aux impacts et effets des changements climatiques et à s'adapter à ces changements climatiques. L'autre capacité qui serait peut-être intéressante d'envisager, c'est la capacité de mettre à leur disposition des fonds ou des facilités pour les aider à démarrer une action, à initier une action, à penser, à réfléchir, à planifier des éléments liés à l'adaptation au changement climatique. Ça aussi, c'est extrêmement important. Les motiver, le deuxième point, c'est les motivations. Et là, les incertitudes quant aux impacts des changements climatiques peuvent être, les incertitudes sont souvent des éléments qui ne permettent pas aux entreprises d'aller vers des investissements ou donc essayer de réduire ces incertitudes ou essayer je dirais, de les aider à ajuster leurs actions, leurs activités en matière de production, d'approvisionnement, etc. Peut-être quelque chose à considérer en matière de motivation. Mais le plus important dans ce cas, c'est que la motivation pour le secteur privé et les entreprises privées vient par manque de flexibilité des activités et des sites de production. Donc, dans ce cas, on voit bien que le secteur privé tend à investir plus et mieux dans des mesures adaptatives ou des mesures d'adaptation. C'est extrêmement important. Il y a aussi, d'un autre côté, c'est la régulation à travers des politiques publiques, de la réglementation, pour essayer d'encourager, voire même imposer des mesures d'adaptation au secteur privé, mais ça doit venir par les gouvernements, les États, etc. La perception, c'est comment le secteur privé ou les acteurs du secteur privé perçoivent l'adaptation au changement climatique ou le risque climatique. Et là, une entreprise qui a déjà de l'expérience, qui a déjà fait face à des situations de risque climatique, se voit souvent avoir des capacités et avoir une sensibilité au climat assez importante. Donc, la perception et la conscience des effets, des impacts et surtout du coût potentiel
du changement climatique est très important au niveau des sociétés privées, des entreprises privées qui ont une perception et qui sont déjà sensibilisées à cet élément. Maintenant, sur quoi essayer de construire l'ensemble de cette question de l'adaptation pour le secteur privé, ou bien le dire d'autre manière, l'implication ou la contribution du secteur privé dans l'adaptation. Il serait utile que le secteur privé puisse construire son approche vis-à-vis de l'adaptation sur trois niveaux importants. Le premier niveau, c'est la conscience du risque, c'est-à-dire qu'ils prennent conscience, qu'ils soient sensibilisés, qu'ils comprennent et qu'ils soient assez convaincus que la situation est vraiment assez critique et à laquelle il doit se préparer, agir autant que le secteur public et essayer de faire face aux risques qui viennent du changement climatique et auxquels il doit trouver des solutions pour s'adapter. Le deuxième niveau, c'est l'évaluation du risque. Il faut qu'il évalue le risque et qu'il puisse décider des options et des mesures à prendre. Cette phase ou ce niveau est extrêmement important pour le secteur privé. Le troisième niveau, c'est celui de la gestion des risques. Il élabore ses stratégies, son plan d'action et il le met en œuvre et il le fait suivre avec le suivi et le reporting, c'est-à-dire qu'il fasse l'évaluation, suivi et évaluation. Et je pense que ceux et celles qui ont eu la chance de suivre le webinaire du 13 août sur le suivi et l'évaluation dans l'adaptation ont pu constater que les approches méthodologiques et ce qui existe sur le terrain est extrêmement important et qui peut concerner autant le secteur public que le secteur privé. Enfin, je termine par ce dernier slide où j'ai inséré au milieu un lien extrêmement utile et important. Ce lien, c'est la base de données des bonnes pratiques de la Convention 4 des Nations Unies sur le changement climatique, du rôle et de l'implication du secteur privé dans l'adaptation au changement climatique. Et en cliquant sur ce lien, vous avez plus de 100 bonnes pratiques, expériences dans différents pays, et tous ceux qui souhaiteraient avoir des idées, voir ce qui est fait par le secteur privé dans différents pays, dans différentes régions du monde, je suggérerais, je conseillerais ce lien et cette page web de l'UNFCCC, et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup à Kamal qui venait de nous entretenir sur l'implication du secteur privé dans l'adaptation au changement climatique. Oui, alors 3 éléments à considérer pour inciter, susciter ou bien pour impliquer la capacité du secteur privé à s'adapter. D'abord, qui peut être une capacité interne ou une capacité qu'elle devrait acquérir. La seconde chose, c'est la motivation et qui devrait pousser le secteur privé à s'engager dans l'adaptation aussi, sa perception, sa compréhension de la nécessité de s'adapter. Alors, M. Kamal nous a aussi fait comprendre que le secteur privé lui-même devra prendre conscience du risque, d'évaluer le risque et de gérer le risque. Voilà. Merci à M. Kamal qui va encore nous revenir tout à l'heure, juste après M. Patrick de l'IDD qui va nous présenter aussi une communication sur l'implication du secteur privé dans l'adaptation au changement climatique. Bien sûr, il va faire zoom sur 2 exemples, un exemple du Rwanda et l'autre de la Jamaïque. Monsieur Patrick. Oui, bonjour Roland, merci. Oui, bonjour Patrick. Maintenant, tu peux afficher ta communication. Oui, est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon.
D'accord, très bien. Voilà, bonsoir tout le monde. Alors, on va commencer cette présentation avec une tasse de thé et un exemple qui nous vient du Rwanda. Alors, il y a 2 ans, au Rwanda, le gouvernement avait identifié 3 obstacles clés à l'engagement du secteur privé dans l'adaptation au climat. Tout d'abord, il s'agissait d'un manque de sensibilisation aux risques liés au changement climatique. Ensuite, il y avait un manque d'informations sur les produits financiers abordables existants. Et enfin, des possibilités assez limitées d'apprentissage et d'échange entre pairs sur des interventions réussies. Alors, pour s'attaquer à ces obstacles, en 2017 et 2018, le réseau ARCOS, qui est une ONG environnementale locale, en partenariat avec la GIZ, ils ont organisé des dialogues avec le secteur privé. Et ces dialogues ont vu la participation d'environ une trentaine d'entreprises, une vingtaine d'organisations de la société civile, des partenaires de développement, les entités gouvernementales, y compris l'équipe responsable pour la planification et la mise en œuvre du PNA au Rwanda, et enfin la participation de la Fédération du secteur privé rwandais. Et les objectifs de ces dialogues étaient tout d'abord de comprendre comment impliquer le secteur privé dans la mise en œuvre du PNA et des CDN, mais également d'apprendre un peu plus sur les expériences pratiques et existantes de l'adaptation au changement climatique du secteur privé au Rwanda. Et justement, un des points forts de ces dialogues, ça aura été la présentation de Sowarte, qui est une société locale de thé et qui est active dans le domaine de l'adaptation depuis 2009. Et donc, les représentants de Sowarte avaient beaucoup de choses à raconter sur ce qu'ils ont appris au cours des 10 dernières années. Et ils ont notamment parlé des impacts du changement climatique sur leurs opérations, et quels ont été les efforts déployés par la société pour intégrer l'adaptation à leurs activités, en mettant particulièrement l'accent sur l'argument commercial et sur l'importance de l'évaluation des risques, mais aussi des opportunités liées au changement climatique. Cette présentation de Sowarte aura notamment démontré à tous les participants de ce dialogue que l'adaptation pour le secteur privé, elle est non seulement possible, mais également nécessaire pour assurer la stabilité et la sécurité de leur chaîne d'approvisionnement. En tant qu'acteur important du marché du thé rwandais, la participation de Sowarte et son leadership tout au long de ces dialogues aura encouragé d'autres entreprises à s'engager dans ces dialogues et aussi par la suite à commencer elles aussi à intégrer des activités d'adaptation dans leur stratégie commerciale. Enfin, ces dialogues auront également influencé le processus de PNA, puisque, comme je le disais tout à l'heure, les représentants du gouvernement rwandais étaient présents et actifs lors de ces réunions. Alors, voilà pour un premier exemple concret de l'adaptation au changement climatique du secteur privé. Je m'appelle donc Patrick Gerda, je travaille à l'Institut international du développement durable, qui est le secrétariat du réseau mondial de PNA. Et donc, le réseau mondial a été créé en 2014 et à ce jour compte plus de 120 pays membres. Et nos 3 activités principales, c'est d'abord de faciliter les échanges entre pairs au sein des pays et entre les pays. Nous fournissons également un appui technique et enfin, nous cherchons à faciliter la collaboration, la coordination bilatérale, pardon. Et à travers ces 3 activités, nous cherchons vraiment à répondre aux besoins de nos pays membres pour soutenir la planification et la mise en œuvre du PNA. Et c'est dans ce contexte-là qu'au cours de l'année dernière, nous avons développé un guide pour l'implication du secteur privé dans les processus nationaux de planification de l'adaptation. Et donc, la présentation qui va suivre, elle sera assez courte, mais je vais essayer de vous transmettre les points importants de ce rapport en illustrant certains points avec des exemples concrets comme celui de Sowarte. Alors, tout d'abord, une première question basique mais essentielle. Pourquoi impliquer le secteur privé dans le processus de PNA? Donc, la plupart des gens reconnaissent que l'adaptation aux impacts du changement climatique, que ce soit à l'échelle nationale, sous-nationale ou communautaire,
elle n'est pas seulement la responsabilité du gouvernement national. Elle va nécessiter la participation coordonnée de multiples parties prenantes, notamment les autorités locales, les partenaires de développement, les communautés et la société civile. Mais les entreprises et les investisseurs devront également participer, car ils sont le moteur de la croissance économique dans les pays en développement, et avec quelques pourcentages pour illustrer cela, ils représentent 60% du produit intérieur brut, 80% des flux de capitaux et 90% des emplois. Il sera donc important d'impliquer le secteur privé dans le processus de PNA parce qu'on lui demandera de créer les emplois nécessaires pour soutenir l'adaptation. On lui demandera également de développer les biens et services nécessaires pour que les sociétés deviennent plus résilientes au changement climatique. Et enfin, il sera nécessaire pour financer directement ou indirectement de nombreuses actions d'adaptation. Et donc, l'inclusion stratégique et bien informée du secteur privé dans la planification de l'adaptation au changement climatique est primordiale. Le secteur privé sera un partenaire clé dans la conception, le financement et la mise en œuvre des priorités d'adaptation. Aussi, le processus de PNA, il se distingue des processus antérieurs du fait qu'il offre une vision à moyen et à long terme des mesures nationales d'adaptation. Et cette vision, elle est alignée sur les plans de développement et soutenue par un cadre politique et stratégique. Et si le PNA est correctement communiqué, il va mettre en évidence quelles sont les principales vulnérabilités climatiques du pays. Et donc, il peut fournir à toutes les parties prenantes, y compris le secteur privé, une feuille de route stable et prévisible des priorités d'adaptation du gouvernement national. Alors, bien sûr, le gouvernement reste le principal propriétaire et moteur du processus de PNA, mais pour que le PNA soit mis en œuvre avec succès et que la résilience au climat soit renforcée, il faudra y associer les acteurs du secteur privé. Alors, quand on parle du secteur privé, de qui parle-t-on? Alors, voici une image que j'aime bien parce qu'elle aligne les différents acteurs, les entreprises privées, les financeurs privés, les instruments de financement et une échelle de financement tout en haut. Alors, si on se concentre tout d'abord sur la première rangée orange des entreprises privées, donc elles vont différer tout d'abord par leur taille, les micros, les petites, les moyennes et les grandes entreprises. Elles vont différer aussi selon le secteur dans lequel elles opèrent, leur motivation, si elles travaillent elles opèrent à but lucratif, caritatif, ou si elles sont des entreprises sociales. Et enfin, par le fait qu'elles opèrent dans l'économie formelle ou informelle. Alors, dans le contexte du PNA, on parlera des entreprises privées qui soit fournissent les services et les produits qui renforcent la résilience au changement climatique pour soutenir les priorités du PNA, soit celles qui investissent pour améliorer leur propre résilience et réduire le risque climatique. Ensuite, on a les financeurs privés. Donc, les financeurs privés comprennent les banques commerciales, les institutions de microfinance, les sociétés d'assurance, les investisseurs institutionnels, les fondations privées et les œuvres de bienfaisance. Et là, dans le contexte du PNA, il s'agira de ceux qui peuvent fournir un financement direct aux entreprises privées pour les mesures d'adaptation et pour soutenir les interventions gouvernementales. Alors maintenant, si on en revient aux entreprises privées et on se concentre juste sur le premier rectangle blanc, les micro, petites et moyennes entreprises que l'on aussi connues sous l'acronyme MPME, elles constituent un élément essentiel de la mise en œuvre des mesures d'adaptation, ainsi qu'une source importante de financement de l'adaptation et seront un des acteurs clés du secteur privé qu'il faudra impliquer. Les MPME représentent 90% de toutes les entreprises dans les pays en développement. Et un certain nombre de ces acteurs, en particulier ceux qui travaillent dans les secteurs dépendants du climat, comme l'agriculture ou l'eau, ils sont particulièrement vulnérables aux effets du changement climatique. En plus des MPME qui opèrent dans l'économie formelle, nous avons tous les acteurs du secteur privé opérant dans l'économie informelle. Donc, par exemple, les petits exploitants agricoles, les vendeurs de rue, les chauffeurs de taxi.
et eux également souffrent d'une grande vulnérabilité au changement climatique. Alors maintenant, une des difficultés, c'est que ces deux groupes ne sont pas souvent conscients des risques et des opportunités présentés par le changement climatique et disposent généralement de ressources financières et humaines assez limitées pour évaluer les risques que le changement climatique fait courir à leurs activités et pour réagir en conséquence. Également, ils accordent la priorité à des problèmes souvent plus urgents à court terme et ont des objectifs de maximisation des bénéfices dans leurs opérations et leurs décisions d'investissement. Autrement dit, s'adapter au changement climatique à long terme n'est donc souvent pas une priorité pour eux. Donc, les MPME vont nécessiter d'un soutien assez ciblé pour rendre leurs entreprises plus résilientes au changement climatique et pour tirer parti des nouvelles opportunités offertes par le changement climatique. Parce que sans cet appui, elles vont rester plus réactives que proactives dans leur approche de l'adaptation. Alors tout à l'heure, avec l'exemple de Soarte, j'avais mentionné qu'ils avaient souligné l'argument commercial en faveur de l'adaptation. Alors quel est cet argument? Parce qu'il peut être difficile de plaider en faveur d'investissement dans l'adaptation pour de multiples raisons. Tout d'abord, il peut s'agir que les risques associés au changement climatique peuvent être inconnus ou mal compris par les investisseurs. Le coût de l'action peut être élevé, le retour sur les investissements peut être incertain, les indicateurs de succès dans l'adaptation, comme on le sait, peuvent être difficiles à définir. Et en plus de tout cela, quand le secteur privé va décider d'investir dans une action d'adaptation, il va d'abord procéder par faire une analyse de rentabilisation de cette action en évaluant les risques et les coûts par rapport au rendement attendu sur l'investissement. Et pour faire ce genre d'analyse, bien sûr, il va devoir avoir accès à des ressources financières et techniques qui ne sont pas à la portée de tous. Néanmoins, le secteur privé va investir dans l'adaptation pour trois raisons principales. Tout d'abord, pour la gestion des risques, pour la continuité des activités et la réputation de l'entreprise. Donc, les entreprises reconnaissent, par exemple, comment une voie ferrée détruite par une inondation ou une culture qui est dévastée par la sécheresse, comment cela va affecter leurs activités commerciales et elles vont réagir en conséquence en investissant dans l'adaptation en vue de planifier et d'atténuer les risques pour les activités commerciales et chaînes d'approvisionnement. Cela va signifier des investissements, par exemple, dans des infrastructures résilientes au climat ou en prenant compte des impacts climatiques dans leurs décisions d'achat, par exemple, en intégrant le changement climatique dans les plans d'entreprise et en mettant en place des chaînes d'approvisionnement résistantes au climat, comme l'exemple de Soarte. En plus de cela, la communication publique des investissements d'adaptation peut contribuer aussi à améliorer la réputation d'une entreprise aux yeux des investisseurs, des clients et des actionnaires. Les investisseurs en particulier pourraient être plus disposés à investir dans des sociétés qui traitent et qui réduisent activement leur exposition aux risques climatiques. Le deuxième point de l'argument commercial, c'est que le secteur privé peut capitaliser sur de nouveaux marchés et opportunités d'affaires. Alors, une enquête menée en 2015 par AXA et par le Programme des Nations Unies de l'environnement a révélé que 53% des entreprises pensaient que le changement climatique représentait une opportunité pour leurs entreprises puisqu'elles pourront développer et distribuer à profit de nouveaux biens et services répondant aux menaces locales posées par le changement climatique. Et ces nouveaux biens peuvent inclure, par exemple, des semences résistantes au climat, des systèmes d'irrigation économe en eau ou encore des équipements pour les systèmes d'alerte. Les nouveaux services peuvent, par exemple, être des services de modélisation climatique ou météorologique. Et un exemple concret de cela nous vient du Zimbabwe. Donc, en réponse à des sécheresses de plus en plus fréquentes, une brasserie locale opérant dans le district de Chiretsi a commencé à produire de la bière avec du sorgho rouge à la place du malt d'orge.
le sorgho rouge étant un grain plus résistant au climat que ceux généralement cultivés dans la région. Et donc, grâce à cela, la production locale de céréales a considérablement augmenté. Et en effectuant ce changement, la brasserie a tout d'abord contribué aux actions d'adaptation locale menées par les agriculteurs de la région, mais également aura su capitaliser sur un nouveau marché et en plus aura renforcé la résilience de leur chaîne d'approvisionnement. Et enfin, le troisième point de l'argument commercial, c'est qu'il faut respecter les politiques, les règlements et les intérêts des investisseurs. Alors, les acteurs du secteur privé peuvent participer au processus d'adaptation en réponse aux actions du gouvernement et aux intérêts des investisseurs. Un gouvernement peut, par exemple, exiger que les entreprises et les investisseurs prennent plus sérieusement en compte les risques liés au climat et à travailler à les réduire. Un exemple concret de cela, les fonds de pension enregistrés dans l'Union européenne sont désormais obligés de prendre en compte et de divulguer les risques liés au changement climatique dans leurs décisions d'investissement pour les inciter justement à effectuer des investissements dans des entreprises qui s'efforcent de réduire ces risques grâce à l'adaptation. Un autre exemple, c'est l'article 173 de la loi française sur la transition énergétique qui traite de la déclaration des risques climatiques et qui justement impose aux organisations françaises cotées en bourse de révéler leur exposition aux risques climatiques et aux investisseurs institutionnels d'évaluer et de divulguer les risques liés au climat dans leur portefeuille d'investissement. Mais même en l'absence de politique ou de réglementation gouvernementale explicite, les entreprises peuvent tout de même choisir d'investir pour réduire leur vulnérabilité au changement climatique en réponse aux signaux des investisseurs ou des compagnies d'assurance. Ces derniers, d'ailleurs, insistent de plus en plus sur la nécessité pour leurs clients de s'adapter en raison de la hausse des coûts liés au changement climatique qu'ils subissent. Alors, qu'est-ce que cela veut dire pour le processus de PNA? Donc, voici une image que nous avons conçue et que nous utilisons assez souvent. Donc, à l'extérieur, vous avez le cercle qui représente le processus de PNA avec les trois phases, la planification, la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation, et ensuite on retourne à la planification car c'est un processus qui est itératif et continu. Et au centre, les 4 facteurs habilitants qu'il faudra mettre en place pour l'engagement du secteur privé. Alors, si nous regardons ces 4 facteurs habilitants un peu plus près, donc les gouvernements, avec le soutien des partenaires de développement et de la société civile, ils peuvent mettre en place ou renforcer des mécanismes afin de permettre et d'inciter l'engagement du secteur privé dans le processus de PNA. Ces facteurs habilitants peuvent aider à lever les obstacles empêchant l'engagement du secteur privé. Et ces obstacles peuvent être de nature informationnelle, financière, technique et institutionnelle. Et les gouvernements devraient s'attaquer, si possible, à chacun de ces facteurs habilitants. Alors, des exemples, le partage d'informations, tout d'abord. Il existe 3 principaux obstacles informationnels à l'engagement du secteur privé dans l'adaptation. Tout d'abord, le secteur privé devra comprendre pourquoi il y a une nécessité de s'adapter au changement climatique. Ensuite, il faudra comprendre quels sont les changements climatiques auxquels on s'adapte. Et enfin, comment s'adapter. Donc, les gouvernements vont jouer un rôle important pour générer et partager les informations climatologiques comme la vulnérabilité au climat, les risques et les options d'adaptation et le besoin aussi d'articuler clairement l'argument commercial en soulignant tout d'abord le coût de l'inaction et les opportunités qui peuvent se présenter. Et comme l'a dit le monsieur tout à l'heure, il est important de communiquer ces informations en utilisant une terminologie et des concepts familiers au secteur privé. Et enfin, le gouvernement peut aussi combler toute lacune d'information en publiant et en promouvant les meilleures pratiques en matière d'adaptation et en encourageant l'apprentissage entre pairs. Au niveau du financement, les obstacles sont tout d'abord liés d'un côté
l'accès au financement pour les actions d'adaptation et de l'autre côté, de la mise à disposition d'instruments financiers pour les entreprises qui en ont besoin. Là aussi, le gouvernement peut intervenir lorsque les marchés ne fonctionnent pas de manière à encourager le secteur privé à investir dans des efforts d'adaptation. Donc, le gouvernement peut utiliser des incitations financières, par exemple, des allègements fiscaux, des garanties de risque, ou utiliser des mécanismes tels que des taxes ou des prélèvements et des redevances. Et c'est pour ça que nous recommandons au gouvernement, au début du processus de PNA, de développer une stratégie de financement du PNA qui établit une liste de priorités d'adaptation et qui ensuite identifie les sources et opportunités de financement correspondantes. Au niveau des dispositifs institutionnels, les gouvernements doivent veiller à ce que les dispositifs institutionnels appropriés soient en place pour soutenir les investissements dans l'adaptation et pour faciliter le dialogue entre les autorités nationales, les entreprises et les investisseurs. Alors, cela peut inclure la participation de représentants du secteur privé au sein du comité de coordination du PNA, ou si ce n'est pas possible, de mettre en place une structure assurant la communication entre ce comité et le secteur privé. Il est important aussi pour les gouvernements de s'assurer que le cadre politique, juridique et réglementaire dans le pays soit favorable aux entreprises et investisseurs qui s'engagent dans les mesures d'adaptation. Cela pourrait, par exemple, inclure l'octroi de permis accélérés pour les activités axées sur l'adaptation ou, comme l'exemple en France, d'exiger ou encourager les entreprises et investisseurs à divulguer leurs risques liés au climat. Au niveau du renforcement des capacités, les acteurs du secteur privé peuvent tout d'abord ne pas disposer des capacités techniques nécessaires pour participer au processus de PNA. Les entreprises peuvent ne pas comprendre comment utiliser les données et informations climatologiques et comment intégrer la gestion des risques climatiques dans les opérations commerciales. Et enfin aussi, comment identifier et rechercher le financement approprié pour les investissements d'adaptation. Pour ce qui est des investisseurs, il peut s'agir de ne pas savoir comment intégrer les risques climatiques dans leur portefeuille d'investissement et les produits de financement. Alors là, les gouvernements aussi, avec le soutien des partenaires de développement, devraient s'employer à renforcer ces capacités afin de créer un environnement dans lequel les entreprises et les investisseurs soient en mesure de comprendre et d'agir sur les informations climatologiques. Alors, une fois qu'on a ces 4 facteurs habilitants en place, les gouvernements peuvent engager de manière significative le secteur privé au cours des 3 phases du processus PNA. L'engagement devra être itératif depuis le début du PNA jusqu'à sa mise en œuvre, son suivi et son ajustement. Alors, quelques exemples. Dans la phase de planification, le gouvernement va bien sûr établir les priorités d'adaptation et élaborer un plan de mobilisation des ressources nationales et internationales nécessaires à la mise en œuvre. Et la participation de toutes les parties prenantes concernées, y compris bien sûr le secteur privé, est essentielle à ces actions afin de permettre aux entreprises et aux investisseurs de faire connaître leurs priorités, leurs besoins et leurs contraintes. Les gouvernements peuvent également mettre en place des mécanismes de dialogue entre le public et le privé, comme l'exemple initial avec Sawarte au Rwanda, et pour faciliter la mise en œuvre, commencer à collaborer et établir le financement des projets d'adaptation dans les secteurs prioritaires. Et enfin, nous recommandons dans cette phase de planification de développer au moyen de consultations approfondies une stratégie d'engagement du secteur privé pour assurer un engagement coordonné et continu tout au long du processus. La phase de mise en œuvre du PNA va nécessiter une coordination étroite et des voies de communication ouvertes avec les parties prenantes de la société civile et du secteur privé. Les entreprises vont commencer
à intégrer l'adaptation dans leurs opérations et développer et distribuer des biens et services résilients au climat. Et les investisseurs vont pouvoir commencer à fournir un financement direct pour la mise en œuvre d'actions d'adaptation. Mais une nouvelle fois, si les entreprises sont clairement incitées, mais que les investissements ne suivent pas, le gouvernement se doit d'intervenir et s'engager avec toutes les parties prenantes afin d'appuyer et améliorer les conditions propices à la participation du secteur privé. Cela inclut, par exemple, la diffusion d'informations sur le climat ou d'encourager l'apprentissage et les échanges entre pairs, faire le point sur les obstacles existants et émergents à la participation du PNA, ou encore explorer des possibilités de partenariat public-privé. La phase de suivi et d'évaluation, elle va nécessiter aussi la participation du secteur privé. Cela permettra d'examiner les progrès et les lacunes et d'utiliser les informations pour renforcer le processus et encourager l'engagement d'autres acteurs du secteur privé. Dans le cadre du suivi et d'évaluation, les gouvernements devraient également analyser l'efficacité, les coûts et les avantages des politiques, réglementations et incitations conçues pour accroître l'engagement du secteur privé dans le PNA. Cela va inclure d'examiner tous les programmes et mécanismes d'incitation financière qui ont été adoptés pour soutenir l'adaptation, comme les allégements fiscaux et les garanties de risque, et de déterminer si ces mécanismes mènent effectivement à des actions d'adaptation et à des investissements qui augmentent la résilience de la société à un taux justifiant leur coût au public. Alors, en résumé de tout ce que je viens de dire, que peuvent faire les gouvernements pour impliquer le secteur privé dans le PNA? Alors, quelques recommandations. Les gouvernements peuvent tout d'abord générer des données et des informations sur le climat et les communiquer au secteur privé. Ils peuvent également soutenir la recherche et le développement pour l'adaptation, articuler l'argument commercial pour l'adaptation, développer la capacité de comprendre et de réagir à la vulnérabilité et aux risques climatiques, utiliser le processus PNA pour communiquer les priorités d'adaptation du pays à moyen et à long terme, explorer l'élaboration d'une stratégie d'engagement du secteur privé pour le PNA, comprendre rapidement les besoins de financement du PNA et développer des projets viables, et enfin, identifier et former des champions du secteur privé et de partager des histoires de succès, mais également d'échecs. Alors, à la fin, nous aurons un schéma qui ressemble à cela, que l'on a dans notre rapport. Et donc, vous retrouvez les acteurs principaux, le gouvernement, les entreprises privées, les financeurs privés. Et en orange, les facteurs habilitants, le partage d'informations, le financement, les dispositifs institutionnels et le renforcement des capacités. Et au milieu, la mise en œuvre de projets et programmes d'adaptation selon les priorités énoncées par le PNA. Alors, nous avons commencé la présentation avec une tasse de thé et nous allons la finir avec une bouteille de bière et un exemple de la Jamaïque. En 2013, la compagnie Red Stripe, qui est la brasserie la plus célèbre de Jamaïque, elle a lancé une initiative intitulée Project Grow. Et le but de cette initiative était de remplacer un des ingrédients pour la production de la bière. Et donc, le but de cette initiative, c'était de se tourner vers la production locale de manioc au lieu de compter sur du sirop de maïs importé pour ces maltes, bières et breuvages épais. Et l'initiative avait pour objectif d'augmenter l'utilisation de manioc local de 40% d'ici 2020 grâce au développement d'une chaîne d'approvisionnement durable et résistante en amidon de manioc. Et à ce jour, plus de 300 agriculteurs ont été pris en charge par Project Grow. Un des problèmes, par contre, c'est que la production de manioc, elle est assez susceptible aux impacts du changement climatique. Et l'augmentation de l'incidence de la sécheresse au cours des dernières années a entraîné une baisse des rendements des cultures de manioc dans certaines régions du pays. Et pour remédier à cela, un projet financé par la USAID en coopération avec la brasserie Red Stripe a décidé d'accroître la capacité d'adaptation des producteurs de manioc
en leur fournissant une assistance technique, en fournissant des formations et en encourageant surtout l'utilisation de variétés de manioc à haut rendement et tolérant à la sécheresse. Et ces actions auront contribué à la réalisation des objectifs fixés par le processus PNA de la Jamaïque en renforçant la résilience des producteurs de manioc. Red Stripe est également membre de l'organisation du secteur privé de la Jamaïque qui soutient activement le programme du pays en matière de changement climatique et le processus PNA. En plus de cela, Red Stripe a participé activement à Uncut Conversations, qui est une initiative de sensibilisation du gouvernement visant à discuter de l'atténuation des effets du changement climatique et de son adaptation avec les communautés locales et les parties prenantes. Engager Red Stripe dans cette campagne était une décision stratégique du gouvernement pour justement encourager d'autres acteurs du secteur privé à faire de même. Et donc Red Stripe est devenu un champion de l'adaptation. Et ces conversations auront eu une influence déterminante sur la sensibilisation aux initiatives et actions d'adaptation en cours, stimulant ainsi l'engagement du secteur privé. Alors voilà, toutes ces informations et tous ces exemples, vous les retrouverez à l'intérieur de ce guide que nous avons récemment publié. Le lien est en dessous. C'est notre lien en anglais, napglobalnetwork.org/ressources. Donc, vous trouverez tous ces exemples et encore d'autres que j'ai pas eu le temps de citer lors de cette présentation. Mais j'espère que ça vous a plu et merci encore de votre attention et je vous encourage à aller sur notre site pour plus d'informations. Merci beaucoup. Merci à Patrick Guédat de l'IDD qui nous présentait dans cette communication en mettant le focus sur deux expériences, sinon trois. Expériences provenant du Zimbabwe, de la Jamaïque et du Rwanda. Ok, merci beaucoup. Il nous reste très peu de minutes dans ce webinaire. Je vais demander à Kamal qui va revenir prêter voix à monsieur Stéphane, merci beaucoup. Va demander à Kamal d'aller très vite, s'il peut en 10 minutes nous présenter cette communication que devrait faire normalement monsieur Stéphane. Donc, Kamal, tu peux nous afficher maintenant ton écran. Oui, c'est un plaisir. Je vais essayer d'être assez rapide. Donc, je fais cette présentation au nom de monsieur Stéphane Poufari, qui est directeur général de l'association Énergie 2050. Cette présentation concernera le rôle et l'importance de la contribution du secteur privé à l'adaptation au changement climatique. Je commencerai par la présentation de l'association Énergie 2050. C'est une organisation internationale non gouvernementale qui travaille dans la grande transition, travaille sur les aspects liés au changement climatique, au développement durable, la transition énergétique, ville, territoire, etc. Donc, elle rassemble des citoyens et des partenaires de plus de 70 nationalités venant et œuvre dans des projets dans plus de 50 pays. Ses principaux axes de travail ou ses axes complémentaires, c'est la réalisation de recherches et de projets concrets, l'organisation d'ateliers de table ronde, publication des résultats des recherches et des projets, éducation et formation, communication pour informer, fédérer et mobiliser. Vous avez en bas du slide l'adresse email ainsi que le site web de l'association pour ceux et celles qui seraient intéressés. L'implication des entités non parties dont fait partie le secteur privé, c'est-à-dire on appelle ça les entités non parties, ça veut dire que toutes les organisations et entités qui participent au processus climatique, qu'ils soient formels ou informels, mais qui ne soient pas des États partis à une convention, à un accord onusien, sont considérés comme étant des entités non parties. Et donc, dans le processus onusien de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique et son accord de Paris, l'implication des entités non parties, et dans ce cadre-là, nous parlerons du secteur privé,
a commencé en 2014, mais bien avant. Ceux qui se souviennent de la conférence de Copenhague en 2009, la COP 15, se souviennent que le secteur privé, les grandes entreprises et multinationales étaient fortement présentes à ce sommet climat. Ensuite, en 2014 à Lima, suivi de la conférence de Paris, là, l'implication du secteur privé était beaucoup plus concrète, beaucoup plus visible à travers ce qu'ils appellent les plans d'action, les initiatives liées aux actions climatiques, elles sont en matière d'adaptation, d'atténuation ou autres. Et ceci s'est enchaîné ensuite par le partenariat de Marrakech, suivi aussi des actions liées au processus de Talanoa, où les pays, les organisations et le secteur privé inclus sont venus présenter leur expérience, raconter leurs histoires de bonnes pratiques, de réussite en matière de lutte contre les changements climatiques, bien sûr liées essentiellement à l'adaptation. Donc, ces 2 dernières années, 2017 et 2018, ont vu un processus lié au partenariat de Marrakech, mais aussi au dialogue de Talanoa, à des niveaux assez importants, qu'ils soient politiques, techniques ou autres, montrer que la place du secteur privé dans l'action climatique devient de plus en plus importante. Et on espère que ceci va se renforcer durant la 25e conférence des parties qui se tient à Santiago du Chili et celle qui suivra l'année prochaine dans un des pays européens. À titre d'exemple, où l'action est de plus en plus, le rôle est de plus en plus affirmé du secteur privé dans le cadre de la lutte contre les changements climatiques, c'est les principaux résultats ou les principaux messages issus du dialogue de Talanoa qui a duré pendant 2 années, qui était très important et très utile. Et il y a des actions ou bien des appels ou des messages à différents niveaux. Le niveau des chefs d'État, c'est de maintenir une action climatique en tête de l'agenda politique par rapport aux États parties et aussi aux non-parties, incluant le non-parti, à travailler, inciter les parties à travailler avec les États non-partis, entre autres le secteur privé, à asseoir des stratégies à long terme de développement bas carbone, sobre en carbone. Les gouvernements et les institutions financières à accroître la coopération financière, technique et technologique, les dirigeants du secteur privé à être des producteurs du changement. Et là, c'est un des rôles les plus importants d'implication du secteur privé. Ça concerne bien sûr l'adaptation comme l'atténuation, mais bien entendu aussi les autres acteurs extrêmement importants de la lutte contre les changements climatiques, que sont la société civile, les figures spirituelles, la jeunesse et le reste des acteurs. Donc tout ça a donné des résultats extrêmement importants et a permis de sortir avec des appels à des actions assez importantes et précises, résumées en 5 points: atteindre les objectifs de l'accord de Paris, la transition juste vers un monde meilleur, déverrouiller le potentiel technologique, démontrer un leadership audacieux et enfin agir ensemble. Pour ce qui est de l'accord du partenariat de Marrakech, j'allais dire l'accord de Marrakech de 2001, non, c'est le partenariat de Marrakech qui est initié en 2016. Et là, je vais présenter seulement la 3e partie de ce tableau, qui sont les messages clés aux parties prenantes non parties, c'est-à-dire incluant le secteur privé. Et là, il est clair que le rôle et l'implication, l'engagement du secteur privé, entre autres, dans la lutte contre les changements climatiques deviennent de plus en plus importantes à travers des messages clés ou des appels à collaborer avec les gouvernements nationaux et infranationaux, à poursuivre l'action collective afin d'en accroître les résultats, c'est-à-dire s'impliquer au même titre que le public pour travailler ensemble, main dans la main pour l'action climatique, prendre des engagements ambitieux et poussés et
Je pense que le dialogue de Talanoa, les partenariats de Marrakech et le programme d'action ou bien les activités d'action de changement climatique dans le cadre de la Convention sur le changement climatique sont assez importants et on a bien vu que beaucoup d'importantes entreprises, que je ne citerai pas pour des raisons de publicité, d'importantes entreprises privées, nationales, internationales et même des multinationales, se sont déjà engagés de manière chiffrée et assez ambitieuse pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, mais aussi pour activer et être plus présents pour ou bien s'adapter aux effets des impacts et conséquences des changements climatiques, ou bien assister ou aider des populations, des communautés, des entreprises, d'autres entreprises, etc., de la société civile à s'adapter aux effets des changements climatiques. Le secteur privé est confronté plutôt aux risques liés au changement climatique. Il présente des vulnérabilités assez conséquentes et importantes par rapport à des risques comme les risques opérationnels, les risques sur la disponibilité des produits de base, les risques de la modification de la demande ou des modes de consommation, les risques financiers et enfin les risques associés aux évolutions réglementaires nationales ou internationales. L'ensemble de ces risques sont à considérer par le secteur privé pour qu'ils puissent réellement s'engager dans la lutte contre les changements climatiques et plus particulièrement à adapter leurs activités, leur production ou bien même leur participation au soutien à l'adaptation de leur voisinage. Il est aussi confronté à d'autres actions, plutôt pas confronté, mais au même titre qu'il y a des risques auxquels il doit faire face, le secteur privé peut aussi considérer ou, je dirais, prendre quelques risques ou quelques effets et impacts des changements climatiques comme étant des opportunités pour qu'ils puissent réellement développer ces activités. Parmi les opportunités d'action qu'il peut avoir, elles sont liées à ce que pourrait mobiliser l'action climatique comme ressource financière, sachant que la lutte contre les changements climatiques est en train de mobiliser, que ce soit pour le secteur de l'énergie, le secteur des ressources en eau, des transports ou d'autres secteurs, d'importantes ressources financières. Et là, le secteur privé peut avoir un rôle à jouer, que ce soit en matière pour lever des fonds ou bien pour participer ou avoir des partenariats. Les pays développés envisagent de s'engager pour modifier de manière profonde leur réglementation et mode de production ou de consommation. Et là, il y a des opportunités pour le secteur privé pour ces différentes modifications. Bien sûr, il y a le risque duquel il doit se préserver pour que toute modification n'impacte pas son développement, sa croissance, sa production, sa fabrication, etc. Mais il y a aussi cette opportunité pour que sa participation active pour des modifications, des ajustements réglementaires ou de mode ou de process puissent être des opportunités pour le secteur privé. Tout le monde sait que l'accord de Paris va remodeler les économies nationales, les modalités de coopération et les chaînes de valeur des entreprises. Donc, le secteur privé doit d'ores et déjà penser à mieux planifier sa participation à ce processus parce qu'il sera, avec ou sans sa participation, remodelé de manière à préserver le globe terrestre et l'humanité d'une élévation de température qui puisse vraiment impacter l'humanité. L'adaptation, enfin, il faut considérer l'adaptation comme un changement
de paradigme porteur de développement et c'est là aussi l'opportunité que le secteur public peut avoir de la considération ou bien de son engagement vis-à-vis de l'adaptation au changement climatique. Donc, cette opportunité doit être basée sur des éléments scientifiques concrets et réalistes. Il doit aussi voir des intérêts à long terme et des engagements sur des intérêts à long terme. Quand il s'agit d'adaptation, ce n'est pas des projets d'une année ou 2 années, c'est-à-dire la planification de l'adaptation prend souvent assez de temps et l'adaptation est un processus qui souvent prend du temps. Donc l'implication du secteur privé doit aussi considérer son alignement temporel par rapport à ces situations. Relier les actions de l'entreprise au changement climatique, développer une culture de la mesure de la performance, mobiliser des employés et plus d'employés et les sensibiliser aux effets et obtenir un avantage concurrentiel sur des pratiques innovantes. Tous ces éléments peuvent être des éléments de base pour un changement de compréhension, de perception et d'approche du secteur privé par rapport à l'adaptation. Kamal? Oui. Et le temps qui nous reste ne permet pas de vraiment continuer. Est-ce que tu peux aller vite jusqu'à la fin, directement, et pour qu'on puisse juste... Je termine voilà. Par l'approche par co-bénéfice de l'adaptation. Pardon. Souvent, cette approche est prônée, elle a commencé à être utilisée en 2012-2013 dans le processus des négociations pour donner de la valeur et de l'importance à l'adaptation au même titre que l'atténuation. C'est-à-dire qu'il y a des actions d'adaptation qui sont faites entreprises par le secteur public ou privé et qui ont des effets ou bien aidant l'atténuation ou bien évitant des émissions de gaz à effet de serre dans beaucoup de cas. Et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Kamal, pour cette communication. Merci aussi à tous les participants. S'il te plaît, Kamal, une seule question avant que je lui donne les dernières informations. Est-ce qu'il y a des indicateurs pour mesurer l'implication du secteur privé dans l'adaptation? Est-ce qu'il y a des indicateurs? Je répondrai de manière crue. Il y a quelques indicateurs, mais je préfère m'en assurer. Il y a quelques indicateurs. En fait, cela dépend du contexte, cela dépend de l'activité, du projet, de l'action que l'on veut mener et où situer le secteur privé. D'accord. Merci beaucoup, Kamal. Merci beaucoup à tous les communicateurs. Déjà, Patrick est reparti puisqu'il y a encore d'autres choses qu'il devait gérer de son côté là-bas. Alors, merci aussi à tous les participants pour les informations, les dernières informations liées au webinaire. Voilà, la documentation du webinaire vous sera envoyée. Aussi, le lien de l'enregistrement vidéo vous sera envoyé à tous les participants de ce webinaire. Vous aurez les liens et les communications. Les attestations qui sont prévues seront bien sûr envoyées par mail à tout le monde. Nous allons vous envoyer d'abord un premier mail pour demander, bon, on va vous envoyer ces attestations, vous allez voir si vos noms sont bien inscrits sur les attestations. Au cas contraire, vous répondez, vous montrez, vous écrivez correctement vos noms, vous nous les envoyez et nous allons répondre pour vous votre attestation. Merci d'avoir participé à cette série de webinaires. C'est aujourd'hui donc le 10e que nous sommes en train de finir comme ça. Merci à ceux qui ont pu suivre tout le parcours avec nous depuis le début, du premier jusqu'à ce dernier. Et pour tout ce qui a été question posée ce jour, nous allons les envoyer à tous les présentateurs et ils vont répondre et nous allons vous les transférer après par mail. Et puis, vous aurez aussi, comme je le disais, vos attestations et toutes les communications et les liens, tous les liens de tous les webinaires seront partagés avec vous, avec tous les participants à nos webinaires, d'ailleurs tous les inscrits. Alors, je vous remercie encore une fois d'avoir été des nôtres pendant tout ce parcours. Merci aux collègues de l'IFDD qui ont assuré la mise en ligne aussi de ce webinaire, aussi à tous les collègues du PASS BNA. Et vous avez nos contacts sur les différentes diapositives. Vous pourrez toujours nous contacter. Merci à toutes et à tous et à très bientôt.